Depuis les attentats de Paris et de Copenhague, la communauté juive vit dans un climat d'insécurité permanent et beaucoup se demandent aujourd'hui s'ils ne vont pas faire leur alia, ce retour ou du moins ce départ vers Israël pour retrouver une forme de sécurité. Nous avons été à la rencontre de cette communauté qui vit un petit peu cachée. C'est un reportage à Malmö de Paul Bouffard. Chaque matin, le même rituel. Déborah et Simon emmènent leur fils à l'école. Un rituel perturbé. Sur le chemin, ils sont sur leur garde. Par précaution, ils ont souhaité garder l'anonymat. La famille est de confession juive. La différence maintenant, c'est qu'on ne peut plus rester devant l'école juive. On n'est plus en sécurité. Je ne m'attarde plus ici. Je fais vite, je dépose notre enfant et m'assure que la porte est bien refermée derrière moi. Ça fait vraiment bizarre de savoir que notre enfant n'est plus en sécurité juste parce qu'il est juif. Une école juive. Une centaine d'enfants sous haute protection policière en plein centre de Malmö, la troisième ville de Suède. Ici, on est à quelques kilomètres de Copenhague, au Danemark. Il y a quelques semaines, 2 attaques terroristes bouleversent le pays. La seconde vise une synagogue danoise. En plein Shabbat, un agent de sécurité est tué. Depuis, en Suède, on renforce la sécurité devant les institutions juives. Des policiers suréquipés sont déployés. Raisel est enseignante ici à l'école. Depuis les attentats, plusieurs parents ont retiré leurs enfants de l'établissement. C'est 4 qui ont signé les papiers, donc et ils ont inscrit leurs enfants autre part, et nous en avons 2 qui ne sont pas encore revenus. Je pense que c'est la peur et de venir dans une école où il y a une police. En Suède, les écoles maternelles, les écoles primaires, rien n'est fermé, tout est ouvert. Fin des sorties scolaires. Les enfants sont cloîtrés à l'intérieur des classes. Ils ne vont même plus à la bibliothèque. L'insécurité grandit. Devant l'école, hors caméra, une mère de famille nous interpelle. Elle nous le confie, sa peur est si grande qu'elle prévoit de quitter la Suède pour Israël d'ici 15 jours. Malmö, c'est 300 000 habitants. Le symbole du multiculturalisme à la suédoise, où se côtoient près de 175 communautés différentes. Un exemple de vivre ensemble, une société ouverte et sûre qui voit l'antisémitisme grandir. Face à ce constat, cet adjoint au maire a dû prendre des mesures particulières. Surveillance, caméras bien sûr, des gardes de sécurité devant les lieux juifs, devant la synagogue. C'est bien sûr la toute première chose qu'on devait faire et on devait le faire dans l'urgence. Ensuite, dans un second temps, eh bien, à plus long terme, on doit sensibiliser les jeunes à l'antisémitisme. Alors bien sûr, ça prend du temps, mais ce temps, on doit vraiment le prendre. Au stade de Malmö, séance de sensibilisation aux religions. Vous savez qui est sur la photo? Jésus, oui, mais il y a quelqu'un d'autre avec lui. Vas-y, toi là-bas. Il y a aussi Judas. Des dizaines de jeunes, toutes confessions confondues, sont réunis. Le comité suédois contre l'antisémitisme se mobilise. Il faut mettre des mots sur le racisme. Souvent, l'antisémitisme est suggéré, sous-entendu. Il faut que les professeurs et enseignants soient capables de parler de ça, qu'ils soient capables de contrer ces idées. Ils ont besoin des connaissances de base, comment l'antisémitisme se propage aujourd'hui, et notamment sur Internet, où les jeunes passent beaucoup de temps. Le rabbin Kesselman subit régulièrement des attaques. Il y a encore 2 jours, il est pris à partie par des jeunes qui l'insultent en pleine rue. Mais pour le leader de la communauté de Malmö, pas question de céder, pas question de se cacher. Beaucoup de juifs ont le sentiment de devoir renforcer leur identité juive, leur engagement et leur croyance dans la tradition juive. Que pense-t-il du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, qui appelle les Juifs d'Europe à faire leur alia, leur retour en Israël pour trouver la sécurité? Je pense qu'il fait son travail de Premier ministre en informant les Juifs qu'ils ont un endroit sécurisé où ils peuvent venir vivre. Je pense que c'est une sonnette d'alarme pour les communautés européennes.
Il y a une communauté juive ici. Mon sentiment, c'est que nous avons une responsabilité ici. Comme rabbin, comme leader de la communauté, je dois être un exemple. Je dois résister, je dois me lever pour les droits de la communauté juive. Je ne céderai jamais devant les forces du mal. Aujourd'hui, il y aurait environ 1500 Suédois de confession juive à Malmö. En 2014, la police a enregistré 137 plaintes pour antisémitisme, une augmentation de 30% sur les 2 dernières années. S'agit-il donc d'un regain ou l'antisémitisme n'a-t-il jamais vraiment disparu de l'espace européen? Pour répondre à ces questions, c'est Joël Rubinfeld que je reçois. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président de la Ligue belge contre l'antisémitisme. Et Younous Omarji, bonjour. Vous êtes député de Front de Gauche et président de la délégation française de ce groupe ici au sein de ce Parlement. Joël Rubinfeld, quelle est votre lecture de cette situation à Malmö, mais qui est la même dans la plupart des communautés juives d'Europe? Malmö, c'est le point zéro de l'antisémitisme en Europe. Ouais. Ce qui s'est passé là-bas est assez dramatique et probablement que la communauté juive à Malmö est vouée à disparaître, à émigrer vers des cieux plus accueillants. Oui, 1500, ça représente... Oui, et il y a eu déjà un exode assez important depuis une dizaine d'années, entre autres à cause du maire de Malmö, Ilmar Reepalu, l'ancien maire, un maire de gauche qui a tenu des propos assez incendiaire justement sur ce conflit et sur la forme d'antisémitisme contemporain. Parce que l'antisémitisme est un virus qui mute, qui s'adapte à son environnement. La première grande phase de l'antisémitisme, ce que j'appellerais l'antisémitisme 1.0, c'est l'antijudaïsme, sur une base religieuse qui a sévi pendant 16-17 siècles. Puis ça a évolué au siècle précédent, au 19e siècle, vers l'antisémitisme sur base raciale, qui s'est appelé d'ailleurs antisémitisme. Aujourd'hui, depuis la Seconde Guerre mondiale, à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, il était plus politiquement correct, d'ailleurs légalement c'est aussi répréhensible d'être antisémite, et donc nous sommes dans, si vous voulez, le dernier avatar de l'antisémitisme 3.0, qui a un autre nom, qui est l'antisionisme, qui a substitué l'État juif à l'individu juif. Et il est important... Mais alors là, quand vous nous parlez d'antisionisme, soyons clairs, on n'est pas d'accord avec la politique menée par Israël, mais est-ce que pour autant, ne pas être d'accord avec la politique israélienne, c'est remettre en question la présence des Juifs sur le territoire européen ? Il n'y a pas un... Non, on ne parle pas de la même chose. Je veux dire, critiquer la politique israélienne, c'est bien entendu, ça fait partie du débat tout à fait acceptable et démocratique. Critiquer la politique israélienne n'est pas être antisémite, sinon on pourrait considérer que la majorité de la population israélienne elle-même est antisémite. Donc bien entendu que ce n'est pas le cas. Je crois que ce genre de discours vient aggraver, au fond, les fractures. Et il faut laisser aux personnes... Pourquoi ça aggrave, selon vous ? Écoutez, nous sommes engagés, nous, à la gauche unitaire européenne, pour les droits du peuple palestinien. Je reviens d'ailleurs d'une mission en Israël et en Palestine. Et ce sont des sentiments de paix, de justice, d'égalité qui nous conduisent dans ce combat. Et nous refusons ce terrorisme intellectuel qui fait de nous des antisémites présumés. Les Juifs d'Europe sont ici chez eux, les Juifs de France sont en France chez eux, et nous devons tout faire pour leur apporter la sécurité et le respect qu'ils méritent. Vous avez tout à fait raison de dire qu'on peut critiquer la politique israélienne, et vous comme moi, je pense que nous sommes pour une solution pacifique au Moyen-Orient, à savoir 2 peuples, pour 2 États pour 2 peuples. Maintenant, le lien, c'est pas moi qui le fais. Le maire de Malmö, Ilmar Reepalu, qui en 2010, lorsqu'il était questionné sur l'explosion de l'antisémitisme dans sa propre ville, a dit lui-même, je le cite, dans le Skanska Dagbladet, il dit à Malmö, nous n'acceptons ni l'antisémitisme ni le sionisme. Donc lui-même fait ce lien-là. Au-delà de ça, je voudrais citer votre Premier ministre, M. Manuel Valls, qui lui-même disait « Derrière un antisionisme de façade, c'est l'antisémitisme et la haine du juif qui se cachent ». Donc si on veut vraiment traiter le problème, il faut aller à la racine du problème. Et la racine, c'est la substitution de l'État juif à l'individu juif. À ce propos, il y avait l'éducateur que nous avons rencontré dans le cadre de ce reportage qui avait une question à vous poser, on l'écoute. L'antisémitisme est un réel problème aujourd'hui partout en Europe, un problème qui s'accentue.
Selon vous, qu'est-ce qui peut être réalisé pour le contrer et pour sensibiliser la population à l'antisémitisme et combattre sa propagation ? Alors clairement, maintenant, on va parler de comment on agit. Est-ce qu'il s'agit juste de faire des grands discours en disant il faut recréer du lien social, retravailler, retisser du lien entre les communautés pour que ça marche, Monsieur Rubinfeld? Une politique de tolérance zéro. Et Frantz Fanon lui-même disait, lorsqu'on parle d'un juif, tends l'oreille parce qu'on parle de toi. Il n'y a rien de plus ressemblant au sourire grimaçant d'un raciste anti-juif que le sourire grimaçant d'un raciste anti-musulman ou anti-noir. Donc les choses sont très claires là-dessus. Mais pour cerner le problème, il faut nommer le mal. Et c'est là que nous avons une divergence importante, c'est sur justement cette nouvelle forme d'antisémitisme, l'antisémitisme 3.0. Je ne remets pas du tout en cause votre bonne foi et votre bonne volonté pour lutter comme ça, contre cela, mais lorsque, par exemple, nous venons de passer le premier tour des élections en France, et nous avons par exemple un candidat du Front de gauche, M. Hassen Dekil, qui était candidat à Marseille et qui a fait 8% au premier tour. Lorsque vous allez voir ses propos, sa pensée, eh bien lui-même exprime ce lien entre l'antisémitisme et l'antisionisme. Lorsque je vois sur son mur Facebook, juste un exemple, j'en ai 3 mais je vais donner un exemple, des dizaines d'esclaves du sionisme mondial, entre parenthèses Daesh avec 3 étoiles de David à côté, liquidés par les Kurdes syriens. Donc il est là le problème. On a actuellement une convergence entre l'antisémitisme d'extrême droite et l'antisémitisme d'extrême gauche. Lorsque le président... Là, vous êtes en train de faire une alliance rouge-brun, en gros. Mais c'est pas moi qui l'a fait. Alain Soral, juste encore un petit exemple. Alain Soral qui est... Alain Soral ne fait pas encore partie du Front de gauche, à ma connaissance. Non, il est l'idéologue de l'extrême droite, pur et dur. Mais il ne fait pas partie de l'extrême gauche. Il est passé par le Parti communiste, puis par le Front national. Lorsque je vois sur le site d'Alain Soral... Monsieur Mélenchon a l'honneur à 2 reprises. Monsieur Rubinfeld, j'aimerais bien qu'on revienne au fond des problèmes. Monsieur Rubinfeld, sinon ça ne sert à rien. J'aimerais bien qu'on revienne sur le fond. On s'adresse ici à des populations de jeunes gens, vous l'avez vu dans le reportage, qui aujourd'hui souffrent d'une défiance vis-à-vis d'autres communautés. Comment est-ce qu'on crée du lien entre ces communautés? Vous êtes en train de nous parler de certains politiques, d'Alain Soral, qui ne fait pas, à ma connaissance, partie du Front de gauche. Mais comment est-ce qu'on recrée ce lien? Précisément, on recrée ce lien en nommant le mal. Tant que, vous savez, si on essaye de traiter un patient malade et que vous allez au bras alors qu'il faut le traiter à la tête, eh bien ce ne seront que des emplâtres sur une jambe de bois. Il faut aller à la source du problème. Et l'antisémitisme aujourd'hui en Europe occidentale qui sévit, c'est cet antisémitisme qui s'alimente, comme le dit Manuel Valls, qui s'alimente de la haine du juif, s'alimente de la haine d'Israël. Alors, je vais tenter de répondre à votre question pour sortir de ces raisonnements un peu spécieux. C'est le cœur du problème. Je pourrais, par exemple, dire qu'il y a une convergence aujourd'hui entre ceux qui sont des partisans acharnés de la lutte contre les Palestiniens et des mouvements d'extrême droite et qui participent à une islamophobie. C'est un raisonnement que je ne tiens pas et cette alliance-là, je pense qu'elle n'existe pas. Et il n'y a pas, en tout cas chez nous, au Front de gauche, d'alliance de cette nature. Pour répondre à votre question, nous avons les mêmes références intellectuelles et philosophiques. Cette phrase de Frantz Fanon, elle est absolument formidable. Bon. Et je pense qu'on pourrait aussi la décliner sous d'autres formes. Bon. Et dire aux Juifs, par exemple, que lorsqu'on attaque un Noir, c'est d'eux également dont on parle. Le problème qui se pose aujourd'hui, c'est qu'il faut apporter de la culture et de l'éducation partout, dans les quartiers en difficulté, mais aussi ailleurs. C'est par la culture et l'éducation qu'il sera possible de lutter. En France, par exemple, puisque c'est le pays que je connais le mieux, on a retiré les moyens de l'éducation populaire. Bon, eh bien, nous voyons aujourd'hui le résultat. Il y a souvent une indigence intellectuelle contre laquelle il faut lutter. Et puis, il y a aussi une ignorance de la religion qu'on porte. Non, de la religion qu'on porte soi-même. Bon, les musulmans, comme les juifs, comme les chrétiens, devraient être animés par cette idée que nous procédons tous
du même socle commun. Bon, moi-même, mon prénom c'est Younous, mais c'est Jonas également. Je viens d'un pays, voyez-vous, l'île de la Réunion, qui est un exemple, je pense, pour le monde entier, dans le dialogue culturel et interreligieux. Et je dois vous dire que lorsque je suis en Europe, je suis assez effaré et je me dis que notre petite île et notre peuple est sans doute un peu plus civilisé sur bien des plans. Dernière question, messieurs, parce qu'on arrive à l'issue de ce débat. Est-ce qu'il faudra en passer par le règlement du conflit au Proche-Orient pour réussir à trouver une solution à ces retentissements en Europe ? 2 millions d'Européens juifs ne sont pas tributaires d'événements qui se passent à 4000 km d'ici. Donc on souhaite tous qu'il y ait un règlement rapide de ce conflit, mais nous ne pouvons pas être pris en otage par les forces obscures au Proche-Orient, que ce soit le Hamas ou le Hezbollah, qui ne veulent pas d'un règlement du conflit. Et je voudrais juste terminer mon intervention en disant à M. Omarjee, c'est que je sais qu'au front de gauche et un peu partout, il y a beaucoup de bonne volonté pour traiter ce problème. Normalement, dans l'ADN du front de gauche et de l'extrême gauche, il devrait y avoir la lutte contre l'antisémitisme, mais nous sommes à un choix crucial aujourd'hui. Et ce choix crucial, c'est choisir entre être pompier ou pyromane. Il est évident aussi que la politique d'extrême droite de M. Netanyahou n'est pas de nature à apaiser les tensions partout. Lorsque M. Lieberman fait des déclarations comme quoi il faut décapiter à la hache les Arabes d'Israël. Qu'il a fait avant le premier tour, effectivement. C'est scandaleux. Je vous rejoins là-dessus. Ces paroles sont entendues dans toute l'Europe et que cela ne participe pas du tout à calmer la situation. À présent, ces propos sont scandaleux, vous avez tout à fait raison, je vous rejoins là-dessus. Maintenant, une fois de plus, les Belges, les Européens juifs ne sont pas tributaires de ce qui se passe là-bas, comme les Chinois ne sont pas tributaires de l'occupation du Tibet, comme les Turcs ne sont pas tributaires de l'occupation de Chine. Exactement, et comme les musulmans de France et d'Europe ne sont pas tributaires de ce qui se passe actuellement dans le Moyen-Orient, en Irak, en Syrie et en Libye. Et ce sont ces amalgames qui ne doivent pas être acceptés non plus et dénoncés. Merci beaucoup. Merci, messieurs. Écoutez, on suivra bien entendu cette situation. Merci à tous. Rendez-vous la semaine prochaine avec Katia ici au Parlement européen. Ciao.